Donc effectivement, c'est parti. Allez, on va discuter de Windows 8.1 d'entreprise, des nouveautés, des scénarios. On a vu tout à l'heure ce qu'on a en tête avec Windows 8.1 dans l'ingénierie, c'est être toujours connecté, productif, quel que soit l'endroit où on est. C'est prendre acte que le Bring Your Own Device, ça existe. C'est une vague, on ne se la prend pas en pleine face, on la surfe, donc on y fait face. On a besoin, avec ces périphériques de plus en plus sympas, d'applications qui sachent tirer parti de cette mobilité, avec des applications modernes sur lesquelles on peut facilement être productif et travailler de manière efficace, tout en gardant l'efficacité et la sécurité des applications, la sécurité des données de l'entreprise. Donc Windows, c'est évidemment les expériences qu'on connaît depuis longtemps, des périphériques de plus en plus sympas, de plus en plus sexy, et puis toujours des solutions d'entreprise qu'on connaît et qu'on administre depuis des années. Donc effectivement, des tablettes et des PC entreprises sans compromis sur la productivité, une expérience sympa, mais de la puissance et des beaux périphériques desquels on peut travailler en mobilité et on est toujours productif. Et puis ces périphériques qui vont peut-être aussi nous servir pour la vie de tous les jours, avec l'acceptation de Bring Your Own Device, mais on sait faire tout ça de manière sécurisée. Au programme, introduction et puis un petit peu de télé-shopping, parce qu'il faut bien se faire plaisir. On discutera des méthodes d'authentification présentes, protection des données, évidemment, on ne peut pas en faire l'impasse. On reparlera un petit peu d'accès distant, avec naturellement, ce qui en découle, les bureaux virtuels, un scénario très sympathique, Windows to go, Windows sur une clé USB, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et puis on discutera des applications modernes, de leur setup, de comment on peut en tirer parti dans différents contextes d'entreprise et comment les déployer. Stan ? Donc, je suis en charge du télé-shopping. Donc, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, Windows 8.1 est avant tout une tablette sans compromis, car c'est par définition simplement en fait une évolution du matériel, mais le système derrière reste ce bon vieux Windows qui est administrable. Certes, on met une priorité à l'expérience tactile, mais ça, globalement, c'est l'industrie qui va dans ce sens. Au passage, vous savez qu'Intel a une marque baptisée Ultrabook. Cette marque Ultrabook a le droit d'être apposée par les constructeurs sur leur matériel, sous réserve de certains prérequis. Et dans la nouvelle génération d'Ultrabook qui va arriver, prochaine génération, la présence d'une dalle tactile pour avoir le droit d'apposer le logo Ultrabook sera imposée. Donc ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de dalles tactiles, ce qui est plutôt bon signe parce que ça va faire baisser simplement les coûts de production et donc le matériel. Ces périphériques sont connectés à des services de type cloud, privés ou publics, d'entreprise ou on va dire grand public pour des choses plus personnelles. La bonne nouvelle, c'est que finalement, cette tablette ou ce système a l'avantage, parce que c'est du Windows, d'être complètement compatible avec toutes vos applications qui existent sur Windows 7. Alors, on n'est pas sur 100% de compatibilité, on est tous d'accord qu'il y a certaines applications qui vont descendre un petit peu bas dans le kernel, telles que des antivirus ou souvent des solutions de sécurité. Donc pour ces applications-là, effectivement, il faudra vérifier, mais globalement, pour la majorité des applications, y compris celles métiers, vous aurez zéro souci à passer d'un Windows 7 à un Windows 8.1. Le plus gros saut, en fait, le saut qui a été le plus difficile, c'était de faire le saut de XP à destination de Windows 7 ou de Windows 8. Donc en termes d'administration de sécurité, Vista, pardon, je ne l'ai pas dit. Allez, le gros saut était entre Windows XP et Vista, où technologiquement, effectivement, c'est là qu'il y a eu le gros gap technologique. Windows 7 a été effectivement un Vista plus mature. Tout comme 8.1 est un Windows 8 plus mature. Donc effectivement, le professionnel en termes de tablettes sans compromis, à la différence entre guillemets des autres, basiquement, les iPads et toutes tablettes sur Android, c'est que ça reste effectivement simplement une évolution du PC. Donc ça veut dire qu'on a un support complet en termes de clavier et souris, quels que soient les constructeurs. Vous achetez une tablette, mais vous allez pouvoir lui additionner un clavier standard Bluetooth ou un clavier adapté au format de la tablette. Vous pouvez bien entendu utiliser de la souris. Et puis on a ce retour du bon vieux stylet qui est apparu, rappelez-vous, chez nous, avec le Windows XP en 2005, avec le Windows XP Tablet Edition, qui avait un petit peu disparu avec l'arrivée de l'iPhone et du touch sur iPad, etc. Mais je pense qu'on est tous d'accord, pour créer de la donnée, c'est quand même mieux d'avoir un stylo quand on a juste une tablette, une dalle tactile, que simplement les doigts. Donc finalement, le stylet, encore, à mon avis, sont de beaux jours devant lui. La preuve, d'ailleurs, c'est que Samsung, avec son Galaxy Note, ça fait fureur avec le retour du stylet. Donc vous voyez qu'on a énormément travaillé le design de cette slide, car je suis capable de faire bouger ici ma Surface 2, de vous montrer que vous avez deux angles, en fait, pour pouvoir l'ouvrir désormais.
Et petit truc et astuce, Arnaud, hein. Oui, tu sais, Stan, comment est-ce qu'on reconnaît un Surface 1 d'un Surface 2? Non, Bah, tu le plies une fois, une deuxième fois, et puis si ça casse, c'était le 1. d'accord. Et du coup, tu achètes un 2. Ouais, parce Voilà. que c'est 10 fois mieux. Voilà. Et donc, vous l'avez bien entendu, vu à la télé. Voilà. Donc, nouveau matériel, nouvelle expérience sur Windows. Donc, le tactile, je pense que je viens d'en parler. Ce qu'il faut voir également, c'est que l'industrie matérielle évolue derrière, c'est-à-dire qu'on a des batteries qui sont de plus en plus fines et qui sont en même temps de plus en plus autonomes. On a des périphériques, que ce soit des PC portables ou des tablettes ou des 2 en 1, parce que Intel parle maintenant de 2 en 1, c'est-à-dire la tablette qui se clip et qui devient un PC. Et du coup, effectivement, on s'est aligné entre guillemets à la référence du marché qui était le MacBook Air. Aujourd'hui, on a des PC qui sont super sympas, qui sont très fins et qui sont des PC, donc pas verrouillés avec tout l'environnement derrière. Un exemple ici, par exemple, on a un Lenovo Carbon X1. Là-dedans, vous avez 8 Go de mémoire, SSD 256, dalle tactile, ça fait 1,3 kg. En plus, je précise dalle mat, pour ceux qui ont compris que c'est bien le tactile, mais quand on a un écran brillant, ça devient vite un peu dégoûtant. Là, c'est plutôt pas mal. Vous avez un bel échantillon également de périphériques qui sont sur dans l'espace de présentation là-bas, où vous avez effectivement un petit peu toutes les marques, Acer, Lenovo, HP, etc. Également plus rapide, c'est avec Intel et sa 4e génération de processeurs, apporte vraiment une vraie amélioration qui va nous aider également en fait, à mieux vous vendre du Windows 8.1 dans des environnements entreprises, que ce soit en mode full tactile ou en mode 2 en 1. Simplement parce que ces processeurs de 4e génération, qui sont en fait divisés en 2 familles, d'un côté la famille Haswell, qui est une évolution en gros des Core i3, Core i5, Core i7, et de l'autre côté la famille Bethel, qui est l'évolution des atomes en fait, ont été conçus principalement en termes d'évolution pour être moins énergivores. Donc avec ces nouvelles générations de processeurs, globalement aujourd'hui, on peut avoir des PC portables ou des tablettes qui ont effectivement entre 8 et 9 heures, voire plus d'autonomie. Le dernier modèle que j'ai pu voir, qui était, je ne me souviens plus la marque, qui c'était qui l'a fait, je crois que c'était HP. Le dernier modèle de super PC portable que j'ai vu, il y avait une dalle de 2500 par quelque chose, donc un écran équivalent à un Retina, il y avait 22 heures d'autonomie. Autant dire qu'ils ont bien travaillé, c'est pareil, un SSD consomme moins qu'un disque rotatif. Il n'y a rien qui est tourné dedans. Sécurité moderne, ces nouveaux périphériques intègrent nativement des processeurs cryptographiques de type TPM, Trusted Platform Module, on verra tout à l'heure à quoi ça peut servir. Ils intègrent des capteurs, des gyroscopes, des accéléromètres, certains intègrent des GPS également. Et puis il y a des nouveaux formats. Ici on a un exemple d'une tablette 8 pouces Toshiba, j'en ai également une dans la main ici qui est une tablette 8 pouces de chez Dell. C'est la Dell Vue Pro 8. Et on parlait tout à l'heure de Bring Your Own Device. Là, typiquement, c'est réellement du Bring Your Own Device. C'est un périphérique que je me suis acheté à titre personnel. Ça, c'est un PC, c'est un Atom à l'intérieur. 4 cœurs, 2 Go de mémoire, 32 de disque, écran en 1200 par des brouettes, autonomie, on est dans les 8 heures à peu près, super réactif, Wi-Fi, tout ce qu'il faut. Mais ça vaut 240 € si vous l'achetez aux US. Allez, en France, il est à 300 €. 300 €, honnêtement, c'est un super beau périphérique. Et si on commence à comparer le même prix, les concurrents, que ce soit iPad ou les Google Nexus, honnêtement, on a sérieusement plus à rougir. Parce que là, c'est un PC x86, donc c'est-à-dire que j'ai tout l'avantage d'avoir les applications modernes et toutes les applications antérieures de Windows. J'installe absolument ce que je veux, c'est un Windows. Donc je peux le mettre dans un domaine, je peux l'administrer, GPO, etc. Dernier point, effectivement, ces périphériques deviennent de plus en plus connectés. Le Wi-Fi, ça c'est historique, le Bluetooth aussi. Le NFC commence à arriver. Le Near Field Communication, Arnaud nous en parlera juste après, je crois. Et puis la 3G, la 4G, on commence à avoir l'intégration soit dans ces tablettes, soit dans les ultrabooks. Exemple ici, on a simplement à soulever la partie arrière et on a en fait le lecteur de carte SIM. Et du coup, on a des PC qui embarquent également, entre guillemets, la connectique pour la 3G. Donc là, c'est la Dell Vue Pro dont je vous ai parlé, 300 €. Remarquez qu'on peut acheter séparément si on a besoin tout ce qui est les classiques, comme la Surface Pro. On retrouve le stylet, on a le clavier séparé, on a une station d'accueil également. Là, c'est un autre exemple, c'est Lenovo qui fait également une tablette similaire. Donc là, on est sur du 8 pouces. Au passage, le 8 pouces a été retravaillé également. On a baissé les conditions de résolution pour l'écran d'accueil de Windows et on a optimisé également l'écran d'accueil, le Start menu de Windows pour fonctionner également en mode portrait. Parce qu'on est sur du 8 pouces, on a plutôt tendance à l'utiliser en mode portrait qu'en mode paysage. Et donc, finalement, vous l'aurez compris, on a le choix des formats et des périphériques en fonction des usages. La seule chose qu'on va avoir de commun, c'est effectivement Windows derrière. Donc ça peut aller du PC très généraliste à la maison qui est en all-in-one, en passant par le PC portable ou l'ultrabook ou la grosse tour avec l'écran qui suit.
ou la tablette en 10 pouces, en 13 pouces, voire on peut aller effectivement jusqu'à du 8 pouces aujourd'hui. Alors très rapidement, un petit tour de quelques évolutions graphiques, quelques évolutions qu'on a eues dans Windows 8. Certains parleront de... Alors, on va basculer sur le 1, s'il te plaît. Toc, voilà. Donc on a le retour du bouton démarrer. Certains appelleront ça un rétropédalage. On va dire plutôt qu'on vous a écouté. Donc ce bouton, effectivement, qui est ici, donc, vous permet de basculer facilement au menu démarrer à l'environnement moderne. Vous remarquerez ici, quand on passe d'un environnement à l'autre, ça c'était une chose reprochée dans Windows 8, on a vraiment l'impression de passer d'un monde à l'autre. D'accord, hein? Là je suis avec mon fond d'écran habituel, là je suis dans une autre chose. Petit truc, en fait, simplement pour rendre ce passage moins disruptif et donc du coup être plus souple dans le passage d'un monde à l'autre. Dans les propriétés désormais, vous pouvez le configurer par stratégie de groupe. Vous pouvez dire affiche mon écran de bureau classique également dans l'environnement moderne. Ce qui fait que si je vous refais la même opération qui est de basculer d'un monde à l'autre, vous voyez que c'est beaucoup moins disruptif. C'est des petits trucs comme ça, mais cumulés les uns avec les autres font que Windows 8.1, il y a un vrai changement dans l'approche et du coup c'est moins entre guillemets choquant. Au passage, la taille des tuiles a également changé, désormais 4 tailles de tuiles différentes. On a, vous voyez ici, les petites en haut, les moyennes, la grande, et puis on a une très grande également qui est l'équivalent de la taille du Windows Phone ici, mais en version 2 fois plus grande. Là encore, vous avez ici des groupes, vous voyez, qui sont renommés ici en haut. Et si vous êtes en édition entreprise, vous allez pouvoir créer votre propre écran d'accueil, comme ça, pour vos utilisateurs et le reproduire sur l'ensemble de vos masters. Si vous faites un mouvement vers le haut, un geste vers le haut également, non, vers le bas, pardon. Voilà. Vous allez retrouver ici l'ensemble des applications que vous pouvez trier après par les applications les plus utilisées, par date d'installation, pas cliquer n'importe où, attention. Voilà. Date d'installation, les plus utilisées, etc. Et là encore, vous avez le choix en tant qu'administrateur. Oula, il m'a fallu fois que je me fais engueuler. Rien vu. Je vous prends en montage, Jeff. Dans les propriétés, vous avez le choix de dire j'ai envie de démarrer uniquement sur le bureau d'accueil classique et non pas le bureau moderne. C'est une demande également. Donc c'est relativement simple. Vous pouvez également choisir de faire apparaître dans la vue des applications uniquement les applications classiques, c'est-à-dire celles que vous avez également que vous déployez sur vos postes Windows 7, de les catégoriser, etc. Donc du coup, on est beaucoup plus souple et ça vous permet de faire une transition entre guillemets plus en douceur que la transition historique. Au passage, on a également revu IE. IE existe en 2 versions, la version classique qu'on a dans le bureau classique et son pendant dans la version moderne. Dans la version moderne, l'IE a un certain avantage. On a changé quelques petites évolutions du genre on peut ici mettre les raccourcis en bas avec la barre d'adresse, ce qui était avant décorrélé, les raccourcis étaient en haut. Et puis également à savoir, c'est que dans un IE moderne, on intègre nativement en fait Flash. Donc je pense qu'on est probablement la seule tablette à avoir dans la partie purement tactile immersif le support de Flash. On a tellement le support de Flash en fait, c'est qu'on travaille directement avec Adobe pour l'intégrer nativement sur l'interface moderne et que c'est nous, entre guillemets, qui maintenons à jour Flash. On le maintient à jour en fait en passant par Microsoft Update. Donc vous aurez peut-être remarqué, pour ceux qui ont des tablettes en Windows 8 ou 8.1, que la mise à jour de Flash en fait, est assurée par Microsoft lors du Tuesday Patch. Voilà. Donc c'est des petits trucs, mais on sait que Flash a historiquement quand même un bon vecteur de problèmes. Donc du coup, c'est peut-être pas plus mal qu'on travaille avec ces gens-là. Également, on a intégré dans IE des choses assez sympas qui permettent à des gens qui font de la 3D de proposer par exemple du WebGL. Donc du WebGL, en fait, c'est la consommation, un dérivé, on va dire, d'OpenGL au sein d'un consortium qui permet du coup d'avoir des jeux, mais ça peut être des expériences de travail également. Donc quelques exemples ici sur un moteur qui s'appelle Babylon.js, qui a été conçu par nos collègues français et qui est un moteur open source donc, que vous pouvez réutiliser. Vous allez voir un petit peu ce qu'on est capable de faire dans un navigateur. Donc voilà, là on est vraiment 100% WebGL JavaScript. Vous voyez que ça tourne plutôt sympa en ton interface, vous voyez les beaux effets qu'il peut y avoir derrière. Et là encore tout ça à l'intérieur avec le support du tactile. Alors, on pourrait rester des heures là-dedans. Donc si vous voulez passer un moment Babylon.js et vous avez toutes ces belles démonstrations qui existent, honnêtement ça vaut le coup d'aller faire un tour. Ils ont fait des choses sympas. Tout à l'heure je vous avais montré le Wavmonger dans l'interface en VDI. Vous voyez qu'on le retrouve ici encore. Et là encore, on est dans un navigateur. C'est plutôt sympa. Voilà, petit tour rapide des interfaces. On va revenir maintenant plus sérieusement sur les évolutions, on va dire, plus pour les administrateurs derrière, en termes de sécurité, etc. Donc, 2 mots sur l'administration des...
Un mot sur l'administration des postes Windows 8.1. Donc on connaît les PC d'entreprise qui sont administrés classiquement par l'Active Directory. Donc qui dit Active Directory dit groupe policy, les stratégies de groupe. Si on est en version entreprise, on a des fonctionnalités comme Direct Access. Et puis on a System Center qui peut nous gérer tout ça. Et donc qui dit System Center dit System Center Configuration Manager, donc SCCM, qui lui va nous installer sur nos postes un agent important qui est l'agent System Center Configuration Manager et qui va s'occuper de tout ce qui est configuration, remontée d'inventaire, installation d'applications, déploiement d'applications, ce genre de choses. Donc rien que des très connus à ce niveau-là. La nouveauté, c'est qu'on a ces tablettes et portables qui sont personnels, donc la vague du Bring Your Own Device, ou du avec en français. Et on a vu tout à l'heure donc, la fonctionnalité du Workplace Join, qui est un intermédiaire entre l'appartenance au domaine et le non géré du tout, le pas géré du tout. Donc le Workplace Join, c'est l'enregistrement du poste dans l'Active Directory, mais pas comme étant un membre de l'Active Directory. Windows Intune, c'est une solution que vous connaissez peut-être, c'est la solution Microsoft de type SaaS, Software as a Service, donc dans le cloud public de Microsoft, et qui nous permet d'avoir une gestion des postes de travail un petit peu à la System Center, mais ouverte à des postes qui ne seraient pas dans le domaine. Donc avec Windows Intune, on va pouvoir gérer non seulement les postes Windows, mais également les téléphones, et qu'ils soient de Microsoft, donc les Windows Phone 8, ou d'autres fournisseurs comme iOS ou Android. Donc on voit qu'on a un spectre assez intéressant puisque ça nous donne le choix de notre niveau de management de nos postes. Et avec Windows 8.1, donc on a le choix entre trois types de management. Donc à notre gauche, le management complet, classique, j'appartiens à un domaine et je suis géré par un client SCCM, donc System Center Configuration Manager. À droite, à l'extrême droite, j'ai Exchange ActiveSync, donc le protocole EAS, qui est historique, qu'on connaît depuis des années et qui a été beaucoup utilisé par des postes clients tiers. Donc, par exemple, des téléphones d'autres marques peuvent être gérés par ActiveSync, le protocole ActiveSync. Ce protocole ActiveSync, Exchange ActiveSync, a ce site particulier que pour l'activer, il faut se connecter à une boîte aux lettres Exchange. Donc, c'est une fois qu'on s'est connecté à sa boîte aux lettres Exchange qu'on récupère les politiques de sécurité ou de configuration d'Exchange ActiveSync qui vont nous mettre des paramètres dans une liste assez restreinte de paramètres du type imposer un mot de passe, imposer le chiffrement de l'appareil, ce genre de choses-là. Et au milieu, on a une nouveauté qui est un agent de management qu'on décrit comme étant conforme au standard OMADM. Donc c'est un petit barbarisme, OMADM. C'est un standard de l'industrie, ce n'est pas du tout un standard Microsoft. C'est un standard d'une alliance qui s'appelle Open Management Alliance et qui concerne le DM, donc le Device Management. Donc c'est un standard. Et ce qui est intéressant dans Windows 8.1, c'est que l'agent qui est conforme au standard Windows OMADM est présent sur toutes les versions de Windows 8.1. Dans Windows 8, on avait fait un premier pas qui ne concernait que la version RT. Donc Windows RT version 8 était pourvu de cet agent OMADM. C'est cet agent qui concrètement nous permet de nous connecter à Windows Intune. Donc quand on se connecte à Windows Intune via l'interface moderne de Windows, c'est cet agent OMADM qu'on utilise. Concrètement, tout ce qu'on voit, c'est un bouton. On met son mail, son mot de passe, on clique sur le bouton et on est joint à Windows Intune. Et ce qui est intéressant également, étant donné que c'est un standard OMADM, c'est qu'il n'y a pas que Windows Intune qui va savoir gérer vos postes Windows, mais également d'autres produits de l'industrie, dont AirWatch ou IronPort, qui a été racheté par Cisco. Donc vous voyez une ouverture au standard de management classique. On va passer aux méthodes d'authentification, c'est-à-dire comment l'utilisateur va se loguer en fait sur son poste Windows ou sur sa tablette Windows. Option numéro 1, utiliser une image. Pas beaucoup de budget pour les photos, on a dû faire les notes nous-mêmes. L'idée, effectivement, c'est quand on a une tablette, quelle qu'elle soit, même un clavier virtuel, ce n'est pas très pratique pour saisir. L'idée d'authentification par image, en fait, c'est que l'utilisateur, vous lui autorisez à choisir une de ces images. Et dessus, en fait, il va appliquer 3 gestes. Un geste, ça peut être un point, un toucher, un trait ou un rond. Ces 3 actions
vont lui permettre en fait de déverrouiller sa session. Bien entendu, si vous pensez que ce n'est pas assez sécurisé, alors nous on a calculé en gros par rapport à la matrice de tout ça en combinatoire ce que ça donnait, ça équivaut à peu près à l'équivalent d'un mot de passe de 8 caractères non complexe. Si vous estimez que ce n'est pas assez bon, vous pouvez également le désactiver de manière centralisée par GPO. Je le rappelle, c'est du Windows, on contrôle absolument ces périphériques. Autre option, plus intéressante peut-être, là encore pour notamment le monde des tablettes ou le monde des ultrabooks, c'est la possibilité en fait de se servir du Trusted Platform Module, c'est-à-dire de ces puces cryptographiques qui sont embarquées maintenant dans toutes les tablettes et tous les PC portables de dernière génération, et d'utiliser en fait ce module cryptographique comme container sécurisé, au même titre qu'une carte à puce est un container sécurisé physique. Donc du coup, vous allez pouvoir stocker vos certificats en fait, dans ce container sécurisé qui est embarqué sur la carte mère et faire de l'authentification à double facteur, c'est-à-dire que pour s'authentifier, l'utilisateur devra posséder l'objet. Ici, ce sera la tablette et non pas la carte à puce ou le PC. Et il devra connaître le code PIN pour déverrouiller en fait, cette puce cryptographique qui protège en fait, le certificat. Le déploiement est vraiment simple de ce type de technologie. En fait, même les solutions d'administration du cycle de vie des cartes à puce aujourd'hui sont en train de s'adapter pour inclure un provider complémentaire qui est la carte à puce virtuelle de Microsoft. Parfaitement adapté aux tablettes, parce qu'on est tous d'accord que ce n'est pas la peine d'avoir un petit périphérique très léger comme celui-ci, si c'est ensuite pour lui coller un lecteur de carte à puce qui pend en USB. Ce n'est pas adapté pour. Également, autre méthode pour authentifier un utilisateur, la biométrie. La biométrie, elle n'est pas réellement nouvelle, c'est arrivé avec Windows XP. Rappelez-vous des premiers lecteurs d'empreintes Microsoft, on faisait déjà du device à l'époque. Dans Windows 7, on a eu l'arrivée de ce qu'on appelle le Windows Biometric Framework, qui permet en fait effectivement de venir utiliser nativement dans Windows de la biométrie. Par contre, tous ceux qui ont pu utiliser du Windows 7 avec des équipements des petits lecteurs d'empreintes biométriques, alors biométrie, on va la résumer dans Windows à la partie lecteur d'empreintes, ont constaté que lorsqu'on veut activer la fonctionnalité, en général, on est renvoyé sur le site du constructeur pour télécharger un exécutable qui est en fait associé à la marque du lecteur qui est d'empreinte optique qui est embarqué sur le PC portable. Et du coup, on a une sorte de double expérience parce qu'on prend un outil de quelque part, on ne sait où, pour pouvoir ensuite faire de la biométrie censée être de la sécurité. Idéalement, ce qui serait bien, ce serait simplement d'avoir installé un driver pour le lecteur et puis après d'avoir Windows qui fait tout le boulot. C'est notre objectif dans Windows 8.1 pour, on va dire, démocratiser la lecture d'empreintes pour l'authentification pour le grand public et pour les entreprises. Donc les options pour la lecture d'empreintes dans Windows sont multiples. On a le classique, on va dire, lecteur optique, celui qu'on connaît sur les PC depuis pas mal, qu'on retrouve sur plein d'ordinateurs et même des petites tablettes aujourd'hui. Je pense que Apple également prouve qu'on peut le mettre partout, y compris sur des téléphones comme l'iPhone 5 par exemple. Reste que le lecteur optique d'empreintes, ça fait des années que, entre guillemets, on sait que c'est une façon simple à utiliser, mais que ce n'est pas de la super sécurité. Un petit peu de super glue, un petit peu de latex, un bon visionnage des vidéos du Chaos Computing Club en Allemagne vous expliquera comment, entre guillemets, outrepasser, on va dire, les lecteurs optiques bas de gamme. Mais si on a un peu plus d'argent et qu'on travaille dans un monde où on a besoin de plus de sécurité et qu'on veut utiliser l'authentification forte avec la biométrie, on peut avoir des lecteurs plus intéressants. Des lecteurs qui sont thermiques, par exemple, qui permettent de voir si l'objet posé, le doigt, est chaud ou pas. Mieux, on peut avoir des lecteurs ultrasons, des Dopplers qui vont vérifier par exemple qu'il y a des battements de cœur, donc le doigt est vivant. Des lecteurs capacitifs, dont je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Et donc les caractéristiques effectivement d'un lecteur d'empreintes moderne, ou on va dire évolué, qui va coûter plus cher, eh bien, il y a également la notion de toucher, avec la pression plus ou moins importante, et puis effectivement la détection de la vie. Je vous propose rapidement de passer sur une toute petite démonstration de tout cela. Numéro 1. Pardon. Alors, on va commencer par faire une authentification par image. Je vais venir ici dans les settings, aller dans mes options de compte et signing, et vous retrouverez ici le classique mot de passe. Je ne vous ai pas parlé du code PIN. On est capable de définir également une authentification par code PIN. Effectivement, vous avez un clavier comme sur un téléphone, et puis vous mettez 4 chiffres. Je pense qu'on ne va pas en parler en entreprise, c'est tellement ridicule que pour un usage perso, c'est bien, mais pas pour l'entreprise. Mot de passe image. Avant de rajouter un mot de passe image, on va me dire c'est bien, tu veux rajouter un mot de passe image, déjà tu vas me prouver que tu connais ton mot de passe et que c'est bien toi et pas ton voisin qui est en train de te faire une blague. Donc, on a le temps? Ouais. Pendant ce temps-là, à Veracruz. Je connais mon mot de passe, il est juste long et complexe. Je choisis donc une image.
J'aime bien les poissons, on va prendre celle-ci. Vous pouvez la recadrer, donc on va la mettre comme ça. Okay. Là, l'assistant me demande de choisir trois pointeurs. Donc je vais faire un premier geste qui sera un point sur l'œil du requin, un trait ici, et je vais faire un petit rond sur le museau. On va confirmer tout cela en faisant un point, un trait et un rond. Ah, je l'ai mal fait, donc je vais try again. Un point sur l'œil, un trait et un rond. Confirmer, point, trait et rond. Concentre-toi, Stanislas. Point. Vous voyez que c'est très très précis, il ne faut pas déconner avec la sécurité. Voilà. Donc, start over, on va la refaire depuis le début. Point. C'est pas comme si je le faisais à chaque fois, et c'est peut-être mon écran qui est sale, vous allez me dire. Point, trait et rond. Ah. C'était l'homme, c'était pas la machine. Termine. OK, donc là j'ai un mot de passe image. Maintenant, je vais me rajouter un mot de passe par empreinte. Je vais faire add ici. Là, il me dit, ouais, d'abord tu vas mettre ton mot de passe, hein, parce qu'on ne sait jamais, si c'est ton voisin qui venait mettre son empreinte. Comprenez pourquoi j'aime bien des fois utiliser mon lecteur d'empreinte? Là, il vient me dire, OK, on va faire de l'échantillonnage, donc il faut avoir les doigts propres, un lecteur optique propre. Et pas humide. Pas humide. Et donc on commence. Non, ne pas avoir bu 4 cafés avant, hein, c'est impossible à faire sinon. Voilà. Non, on me dit appuie un peu plus, OK. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Au mieux, j'aurais dû faire 8 échantillonnages. Au bout de 5, il s'est aperçu que mon doigt était propre, que le lecteur était à peu près potable et que c'était bon. Ah, on nous a posé la question, est-ce qu'on supporte la RFC 1967. 1967. Est-ce que quelqu'un connaît la RFC 1967? Il n'y a rien à gagner. Personne. Personne? Arnaud? À 1967 comme date de création du Twix Raiders. Oui. Parce que deux doigts coupe-fin et 2 doigts pour l'authentification aussi. Parce qu'effectivement, on peut se couper un doigt, et donc du coup, c'est intéressant de pouvoir mettre un autre doigt en empreinte. Donc effectivement, je peux cliquer sur Add Another. Et effectivement, là, il me dira, bah alors, OK, là, par rapport à mettre ton mot de passe, je sais que tu as un lecteur d'empreinte, je pourrais prendre effectivement mon premier doigt pour m'authentifier, et là, à ce moment-là, je vais prendre un autre doigt sur lequel je vais faire la lecture d'empreinte. Dernier point, je vais maintenant verrouiller ma session. Vous voyez qu'automatiquement, il propose la mode le plus simple, qui est effectivement l'authentification par image. Voilà, bien sûr, je n'ai pas réussi, hein. Décidément. Start over. C'est bien la première fois que je la loupe, cette démo, hein. Voilà, elle est réussie. Maintenant, il y a également d'autres options. Ici, si je regarde les options de signature, j'ai effectivement le petit logo pour l'image, le petit logo pour le mot de passe, le petit logo à la droite sur le lecteur d'empreinte en méthode d'authentification, et le quatrième ici est ma carte à puce virtuelle, qui effectivement est comme une carte à puce, donc va me demander un code PIN en fait, pour déverrouiller en fait, mon compte. Et voilà. Alors, ce qui est assez sympa avec ces différentes méthodes d'authentification, avec cette méthode d'authentification par biométrie, bah, c'est qu'on peut effectivement utiliser dans quasiment tous les contextes de logon de Windows. On peut faire ça pour une ouverture de session, on peut faire ça pour ouvrir une connexion distante, typiquement avec une passerelle de bureau à distance, on peut même l'utiliser pour l'élévation de privilèges UAC. Donc, à chaque fois, un plaisir d'ouvrir ça d'ouvrir UAC avec le doigt. Tant qu'on parlait de passerelle bureau à distance, une fonctionnalité qu'on a ajoutée également à la plateforme, qui en fait est présente par Windows Azure, c'est la possibilité de faire de l'authentification multifacteur pour la passerelle distante. Alors ça, c'est assez sympathique quand on veut faire de l'authentification forte sur des périphériques un peu légers, qui n'ont pas forcément cette capacité d'avoir une authentification forte au début, et ben c'est d'utiliser un facteur additionnel, un facteur offline pour l'authentification, qui est un facteur qu'on a normalement à peu près tous sur soi, qui est le téléphone. Donc en fait, Windows Azure Multi-Factor Authentication, ça va nous permettre de confirmer une authentification avec un deuxième facteur, ce deuxième facteur étant le téléphone, et ça peut passer par soit une application qu'on a installée qui est présente sur l'ensemble des plateformes de téléphone du marché. Donc cette application, on l'installe, on va confirmer avec un code, et ça va permettre à l'authentification d'être confirmé. Ça peut être un appel
où on va confirmer par le frappé d'un code que, effectivement, c'est pas encore la démo, qu'on va confirmer que c'est bien la bonne personne, ou un échange avec SMS pour valider l'ouverture de session. Donc c'est utilisable sur site, hein, on utilise ce composant dans notre organisation, le serveur Multifactor Authentication, des binaires qu'on va venir mettre dans nos serveurs du data center, et ça va permettre de vérifier une authentification avec Remote Desktop Gateway, ou on va pouvoir en tirer parti dans une authentification avec Azure, avec Windows Azure Active Directory. Je propose effectivement qu'on passe maintenant à la démo. Alors on va essayer hein, le réseau GSM passant plus ou moins bien ici. C'est vrai qu'on est dans un endroit qui n'est pas très dense en matière de population. Hein. Donc, tu vois, là, je mets mes credentials classiques de mon environnement, de ma passerelle Remote Desktop. Et puis, à partir de là, je valide mon authentification. Donc là, il va contacter mon organisation. Il va essayer de se connecter à ma passerelle Remote Desktop Gateway. Et là, je suis tranquillement en train de meubler pour que l'appel passe sur mon téléphone. Donc là, l'appel, tu vois, les paquets font leur petit chemin vers ma borne radio Bouygues Télécom. Ma borne radio Bouygues Télécom, elle se dit, waouh, dis donc, c'est quand même 15h49, il faudrait que je me réveille, il y a du monde sur le périph', je vais peut-être apporter les paquets assez tranquillement. Et puis elle se dit, ah, bon, peut-être que j'ai du courant pour ça. Et puis la borne, elle a dit, on va aller chercher un peu de courant dans mon data center. Hey, tu sais que c'est fascinant ton histoire. Ouais, alors là, on va regarder s'il y a un onduleur dans le data center de Bouygues Télécom. Ah. Du coup, ça va envoyer un SMS également à l'administrateur et passer par le même schéma. Et l'administrateur, du coup, il attend lui aussi que ça passe, mais ça passe pas. Et alors là, Bouygues Télécom, on dit, mais quand même, on les appelle et puis ils disent, ouais, mais... Ouais, mais on peut venir, mais il faut passer par le périph', il y a du monde sur le périph'. Et il y a du monde, ouais, donc on est juste quai d'ici, c'est un peu en milieu, donc on va plutôt faire appel à un technicien qui est situé ailleurs. Mais ailleurs où? Bah, justement, alors c'est là qu'il faut lever à nouveau une ouverture de session sur une passerelle Remote Desktop Gateway, et puis le mec, il essaye. Et est-ce qu'il faut repasser par le périphérique? Ah, bah ça, justement, pour ça, il a besoin d'une authentification à nouveau. Ah. Eh ben, j'ai envie de dire que voilà. C'était impressionnant. C'était une belle démonstration, Arnaud, merci. Mais une belle histoire néanmoins. Voilà. On la refera tout à l'heure si on peut. Pas l'histoire, la démo. Ouais, l'histoire, on va éviter. Si ça ressonne plus tard, Ça sonne plus tard, c'est que c'est Azure qui te rappelle. à tout moment. Voilà, ce sera le fil rouge de la présentation. Donc, un petit détour par la protection des données maintenant. Vous connaissez sûrement BitLocker depuis un certain nombre de versions de Windows. BitLocker est toujours présent donc, dans Windows 8.1 avec une variante qui s'appelle Device Encryption, donc chiffrement de périphérique, pour répondre aux besoins de protection des données, mais non seulement sur les postes de l'entreprise, mais également sur les postes personnels. Donc Device Encryption, en gros, c'est du BitLocker, sauf que... attention, la réunion dit qu'on a un appel. Donc là, on retourne sur la session, petite interruption momentanée des programmes. Donc on répond. Donc là, on va lui mettre effectivement le code PIN. Et donc là, on voit qu'en fait, on a changé de prompt. Merci, au revoir. Hop, et il nous dit effectivement Securing Remote Connection. Donc là, tu vois qu'on passe dans le contexte de la connexion qui a été confirmée, et puis là, on négocie la sécurité, l'état de la connectivité, on fait le sensing de la qualité du lien, et puis on ouvre la session. Hop, au bout de quelques secondes. C'est bon, estimation de la qualité. Hop, et voilà. Magnifique. Merci. Désolé Pascal pour l'interruption. Pas de souci. Donc, je reviens à mes moutons. BitLocker, donc BitLocker sur la version entreprise et Device Encryption sur les machines personnelles. Device Encryption, d'un point de vue technique, c'est du BitLocker, sauf qu'on n'a pas la capacité d'aller choisir l'algorithme de chiffrement, d'aller gérer tout ça. C'est normal, on est dans un cadre personnel. Donc, on ne va pas demander à notre utilisateur domestique de choisir son algorithme de chiffrement. On sera sur de l'AES 128, qui est le même algorithme de chiffrement par défaut dans BitLocker entreprise de toute façon. Donc BitLocker en entreprise concerne maintenant, et ça c'est la nouveauté de 8.1, concerne Windows Pro en plus de Windows Entreprise. Jusqu'à Windows 8, c'était uniquement la version entreprise qui savait faire du BitLocker. Là maintenant, on est dans l'édition Pro.
Et donc, étant donné que c'est du BitLocker administrable en entreprise, on a des fonctionnalités d'administration comme, par exemple, le stockage des clés des récupérations, hein, pas des clés de chiffrement, mais des clés de récupération de la clé de chiffrement dans Active Directory. Une solution Microsoft qui s'appelle Microsoft BitLocker Administration and Monitoring, MBAM de son petit nom, qui permet de gérer tout ça de façon centralisée avec une base SQL de stockage des clés de récupération, etc. et de configuration des postes. Et tout ça configurable par GPO, donc par groupe policy, vous pouvez dire, faire des choix sur non seulement vos algorithmes de chiffrement, mais également par type de disque, que ce soit le disque système ou le disque de données, quel protecteur de clés on va utiliser. Par exemple, le protecteur le plus souvent utilisé qui est TPM plus PIN, donc le TPM de la machine, hein, on est lié à la présence du disque sur une machine donnée, plus un code PIN pour valider le déverrouillage de la clé par le TPM. Le TPM, petite parenthèse, c'est en gros une carte à puce soudée sur la carte mère avec des capacités de cryptographie qui nous apportent non seulement la protection de la clé de BitLocker, mais également l'assurance cryptographique que le code du démarrage de l'OS qu'on démarre est bien celui qu'il est censé être. Nouvelle fonctionnalité également depuis Windows 8, le Network Unlock, donc le BitLocker Network Unlock. C'est une fonctionnalité qui permet notamment de déverrouiller la clé de chiffrement BitLocker sans intervention de l'utilisateur, donc de façon transparente, mais uniquement lorsque le PC en question est sur le réseau de l'entreprise. Donc lorsqu'on est sur le réseau de l'entreprise, on va par le réseau contacter le serveur DHCP, un serveur WDS, etc. pour récupérer de façon sécurisée par de la PKI un déverrouilleur de la clé de protection BitLocker, de la clé de chiffrement BitLocker. Par contre, quand le PC va être en dehors du réseau d'entreprise, là on retombera sur les protecteurs normaux, à savoir classiquement un TPM plus PIN, donc code PIN lié au TPM de la machine. Deux scénarios intéressants pour le Network Unlock, les portables, facilité d'utilisation à l'intérieur de l'entreprise où on n'a rien à faire pour la démarrer. Par contre, quand on se retrouvera chez soi ou à l'hôtel ou dans un aéroport, on aura nécessité de rentrer un code PIN pour démarrer la machine. Deuxième scénario intéressant, le serveur, dans le data center, il démarrera sans intervention. Par contre, si on vole le disque ou le serveur, on aura la protection de BitLocker classique après un démarrage à froid. J'ai parlé tout à l'heure donc des work folders ou dossiers de travail. Là aussi, on a vu qu'il y avait un chiffrement des données, une protection des données, pas par défaut, mais qui est choisissable, sélectionnable par l'administrateur, et donc qui est un chiffrement EFS. Donc on va se retrouver avec un double chiffrement, BitLocker au niveau du disque et EFS au niveau des fichiers, géré par l'administrateur. Donc ça, on a vu tout à l'heure, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et ça va concerner à la fois les PC d'entreprise, mais les tablettes personnelles également. Comment ça marche, par contre, donc ça c'est intéressant de voir comment ça fonctionne, cette fonctionnalité de chiffrement des données des dossiers de travail. Donc ça fonctionne grâce à une nouvelle API qui est sur le poste de client, sur Windows 8.1, et qui permet de protéger des fichiers sur le disque pour une organisation donnée, pour une entreprise donnée. Globalement, dans l'API, si on regarde le code, comment ça fonctionne, il suffit de lui donner un nom de domaine, et automatiquement, à partir de ce nom de domaine, il va protéger les données, générer la clé de chiffrement, etc. Ensuite, comment ça va marcher lorsque l'administrateur va vouloir, en cas de problème, en cas de perte du périphérique ou autre, révoquer l'accès à ces fichiers? Eh bien, l'administrateur va pouvoir utiliser les moyens d'administration classiques, donc soit EAS, Exchange ActiveSync, soit l'agent OMADM dont je parlais tout à l'heure, donc via Windows Intune ou via un autre produit comme AirWatch par exemple, et envoyer l'ordre de wipe, donc d'effacement des données, via ce canal de management. Côté du client, on va recevoir cet ordre et automatiquement se débarrasser de la clé de chiffrement, de sorte que les fichiers ne soient plus accessibles. Donc c'est simple à l'utilisation, simple pour l'administrateur, et par contre, on dépend quand même d'une connexion réseau pour envoyer l'ordre sur le poste, et bien évidemment. En ce qui concerne maintenant les accès distants, des nouveautés sur Direct Access peut-être? Eh ben, on ne va pas refaire l'histoire de Direct Access, hein, mais globalement, c'est effectivement la méthode qui permet d'avoir un accès complet au réseau d'entreprise pour les machines qui sont managées. Donc les machines ont accès tout le temps à leur infrastructure, au contrôleur de domaine, au serveur antivirus,
présent dans l'organisation et les utilisateurs ils sont très contents parce qu'ils ont un accès totalement transparent à leur réseau d'entreprise. On a très largement simplifié le process d'utilisation de Direct Access dans Windows Server 2012 et 2012 R2 et on sait en tirer parti avec Windows 8 de manière très simple sans certificat présent sur le poste de travail. Autre chose qui est intéressante pour les machines qui là ne sont pas forcément managées, typiquement la tablette Windows 8.1. Ce qu'on va pouvoir déterminer maintenant, c'est composer automatiquement, établir automatiquement une connexion VPN point à site à l'ouverture d'une application moderne. Donc on clique sur une application métier qui a été faite par l'entreprise. Et quand on va faire ce clic, en fait, la connexion VPN va être montée automatiquement. Donc là, quand on lance l'application, il nous dit la connexion VPN a été lancée par telle application. Telle application a besoin de la connexion VPN, merci d'entrer vos credentials. Vous entrez les credentials et à partir de là, l'application aura la possibilité de la composer automatiquement à l'avenir, l'établissement. C'est la première option. La deuxième option, elle peut être de provoquer cette connexion au réseau d'entreprise lorsque la machine va utiliser un suffixe DNS particulier. Donc là, ça peut être plus vraisemblablement pour les applications dites classiques, qui là vont faire une demande avec un suffixe DNS particulier. Dans ce cas-là, on va monter la connexion VPN particulière au moment de l'ouverture de cette application. La connexion elle va être tombée automatiquement à la fermeture de l'application moderne et après un timeout pour le suffixe DNS. Chose qui est importante à noter, on fonctionne obligatoirement en mode split tunneling pour ce type de connexion VPN. C'est-à-dire qu'on va faire passer dans le tunnel VPN que le trafic qui est lié à l'application ou que le trafic qui est lié à la résolution de nom au suffixe DNS particulier. Donc ça va utiliser ce type de topologie de serveur VPN, de client VPN. On va déployer ça avec PowerShell, avec le Connection Manager Admin Kit ou avec Configuration Manager qui permet de configurer ça et de déployer ça de manière centralisée et très simple. À noter, c'est valable uniquement pour les machines qui ne sont pas jointes à un domaine. Si la machine est jointe à un domaine, même si ça c'est configuré, ça ne va pas être valide. La machine ne va pas effectuer ce comportement. Pourquoi ? Les machines qui appartiennent à un domaine, c'est la voie royale, c'est Direct Access. Ça, c'est vraiment pour les tablettes ou les postes qui n'appartiennent pas à l'organisation. Autre petite nouveauté assez sympathique du client VPN de Windows 8.1. Alors, il est maintenant possible de configurer le client VPN dans l'interface moderne. Vous verrez qu'on a rajouté plein de paramètres dans Windows 8.1, dans l'interface moderne. Et le VPN en a également profité. On sait configurer une connexion VPN depuis cet écran. Et depuis cet écran, on a aussi la possibilité de configurer les méthodes additionnelles de connexion au serveur VPN. On sait maintenant par défaut se connecter en VPN SSL à des serveurs comme du Checkpoint, du F5, du Juniper et du SonicWall. Donc des solutions assez courantes sur le marché. Donc très sympathique pour être un petit peu efficace avec ces différentes possibilités. Alors si on regarde à quoi ça ressemble, un VPN Connect, c'est pas très spectaculaire, tu vois. Là, je l'ai paramétré sur l'application Actualité. Donc si je lance l'appli Actualité, elle devrait, une fois qu'elle se lance et que la connexion Remote Desktop se réveille, voilà, c'est la même histoire que tout à l'heure, elle passe le périph, etc. On ne leur fait pas l'histoire, je crois. Donc là, effectivement, la connexion réseau est effectivement partie. Mais sinon, on s'y connectait de manière transparente au lancer de l'application. Autre chose que je voulais vous montrer avant de partir, puisqu'on a un peu de temps, on a récupéré un peu de temps, c'est une fonctionnalité super intéressante de Windows 8.1 qui est le support natif de Miracast. Pourquoi le support natif de Miracast ? Globalement, on a des PC qui sont de plus en plus sympas à utiliser, de plus en plus petits. Et puis, on veut être partout dans l'entreprise avec, donc on va venir dans une salle de réunion et là, problème, on veut faire un PowerPoint et là, c'est le drame. Il faut le bon adaptateur pour la salle de réunion, donc vers le adaptateur bien propriétaire du périphérique, vers du VGA ou vers du HDMI. Donc on commence à voir dans les salles de réunion fleurir des bouquets d'adaptateurs de tout type, qui sont bien attachés pour pas qu'on les vole. Donc c'est pas très sympathique comme expérience. Donc il y a une norme en fait qui est une norme du groupe Wi-Fi qui s'appelle Miracast et qui permet de déporter un affichage en utilisant les ondes Wi-Fi. Donc un certain nombre de projecteurs ou de télé qu'on commence à voir connectés qui supportent de manière native le Miracast. Et puis si ce n'est pas le cas, on a des petites choses comme ça.
Ça, typiquement, c'est un adaptateur qui s'appelle Push to TV de Netgear. Ça coûte 80 €. Il y en a quelques autres sur le marché. Ça a une sortie HDMI. Et puis là, c'est un récepteur Wi-Fi. Donc quand vous avez ça, vous le branchez, vous allez dans Windows et vous faites découvrir les périphériques. Il va lister qu'on a bien effectivement un Push to TV qui a visibilité. Lui, sur la télé, sur sa sortie HDMI, va vous afficher un code pour confirmer l'appairage. Et puis à partir de là, vous avez le déport de votre écran Windows. C'est-à-dire que vous savez faire F5 et puis projeter le monde fantastique de PowerPoint au monde. Donc très sympathique le support de Miracast dans Windows 8.1, le support natif. Bureau virtuel, on en a pas mal parlé tout à l'heure lors de la session Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 meilleur ensemble. Donc c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. On ne va pas le refaire pour gagner un petit peu de temps. Juste préciser que le client moderne, c'est-à-dire entièrement dédié à une tablette tactile et à un usage prévu pour être à 100% tactile sans avoir effectivement de clavier ou de souris, est disponible sur le store de Microsoft. Il n'est pas nativement intégré dans l'image de Windows 8.1. Donc c'est une application auquel il faudra penser à déployer avec votre master en complément ou indiquer à l'utilisateur le lien pour la télécharger s'il souhaite utiliser la version tactile. Voilà. C'est la chose à retenir, c'est que ce n'est pas installé nativement dans le système, il faut le télécharger. Donc, autre fonctionnalité qui date de Windows 8 également, Windows to Go. Donc Windows to Go, si vous ne connaissez pas, c'est super intéressant et ça intéresse beaucoup les clients auxquels on en parle en direct. C'est la capacité à démarrer Windows depuis une clé USB ou un disque dur externe. Donc l'idée, on installe une image de Windows sur ce périphérique externe, clé USB, USB 3 par exemple, ou disque dur externe. Et une fois qu'on pourra démarrer une machine à partir de cette clé USB, on aura un Windows complet, dont le volume C de points, qu'on connaît bien, oui, qui contient le système et les données par défaut de l'utilisateur, se trouveront sur la clé USB elle-même. Donc c'est installable sur une clé ou un disque dur. Ça nécessite une édition entreprise de Windows 8 et 8.1 ou 8.1. Optionnellement, on peut chiffrer en BitLocker la partition complète qui se trouve sur la clé USB. Je dis que c'est optionnel, mais c'est quand même fortement recommandé. Une clé USB, ça se perd quand même beaucoup plus facilement qu'un PC complet. Évidemment, quand on va faire un chiffrement BitLocker, on aura un mot de passe pour déverrouiller notre partition. On ne pourra pas être dépendant d'un TPM présent sur une machine, étant donné qu'on peut se promener de machine en machine. Et donc, le mot de passe est beaucoup plus approprié. Ça permet d'utiliser l'ensemble des périphériques d'une machine, sauf les disques durs locaux. Donc ça, c'est intéressant. On a une isolation entre l'OS qu'on va exécuter sur la clé et celui qui serait présent sur le disque dur interne de la machine. Donc on aura les disques durs internes de la machine qui seront bien détectés, mais qui seront offline, donc hors ligne, lorsque s'exécutera l'OS de la clé USB. Alors attention, ce n'est pas une frontière de sécurité, c'est un moyen simple d'éviter de faire des erreurs. On sait très bien que si on est administrateur d'un système, on aura toujours le moyen de contourner ce genre de frontières, entre guillemets. Donc les disques locaux à la machine ne seront plus accessibles. Ça se présente comme ceci. Une fois que si j'exécute donc un OS sur une clé USB Windows to Go, on verra que le disque interne de la machine est dans l'état hors ligne, offline. On le voit bien dans le gestionnaire de disques, mais on ne verra pas dans l'explorateur de fichiers de façon naturelle. Donc pour vous montrer simplement, rapidement, comment ça fonctionne manuellement pour créer une clé USB, parce qu'il est évident qu'avec les outils de déploiement classiques, MDT, SCCM, etc., on va pouvoir automatiser ce process. Mais manuellement, on a en fait un assistant. Donc déjà, je vais insérer dans la machine une clé USB qui est compatible avec Windows to Go. Donc compatible, ça veut dire minimum 32 Go d'espace, un flash de capacité équivalente à celle d'un SSD, et puis surtout une certification de supportabilité vis-à-vis de Windows to Go. Donc vous avez la plupart des constructeurs de clés USB qui fournissent des périphériques USB compatibles avec Windows to Go. Donc si vous regardez ici la liste, on a par exemple Kingston, donc c'est le modèle que j'ai branché sur ma machine, c'est la Kingston Data Traveler 64 Go. Il y a Spirus, SuperTalent, Western Digital, qui c'est intéressant, ils font un disque dur de 500 Go rotatif
qui est compatible avec Windows To Go, et puis IronKey qui fait des nouvelles clés. Ce qui est nouveau également avec Windows 8.1, c'est que Spirus a fait des clés USB, et IronKey, je crois également, ont fait des clés USB compatibles Windows To Go et qui servent en même temps de second facteur d'authentification parce qu'ils ont l'équivalent d'une carte à puce dans la clé USB. Donc ça peut être intéressant à regarder également. Peut-être préciser qu'ici, on a marqué supporter compatible. Supporter, ça veut dire que si vous utilisez un de ces modèles-là et que vous avez un problème de fonctionnement de Windows To Go avec un de ces modèles-là, si vous appelez le support Microsoft, la première chose qu'ils vont vous demander, c'est le modèle. Ils vont vérifier qu'effectivement, il est dans leur liste. Et à ce moment-là, ils vont vous aider. Techniquement, maintenant, vous prenez n'importe quel disque dur externe USB avec derrière dedans du rotatif ou du SSD. Techniquement, ça va marcher. Donc, vous pouvez parfaitement tester, même avec des vieux disques durs USB 2 portables, ça marchera. Vous pourrez tester la fonctionnalité. Après, effectivement, si ça vous plaît, si c'est compatible avec vos besoins, et si vous voulez déployer vos utilisateurs en ayant un support, il faudra passer par ces modèles-là. Mais à tester avec des modèles externes, ça marche très bien. On l'a fait plein de fois. Si vous voulez avoir une bonne expérience, vous pouvez avoir un SSD. Même avec un disque dur USB 2 rotatif, pas forcément très véloce, le système mettra juste un peu plus de temps à démarrer, mais au final, ça marchera. Donc là, c'était l'autre session de téléshopping. Hein. Noël approche. Faites plaisir à un geek. C'est l'achat plaisir. L'achat plaisir. Donc, comment ça se passe concrètement et manuellement? On cherche Windows To Go dans le panneau de configuration, dans les options de configuration de Windows. On va tomber sur l'assistant de création d'une clé Windows To Go. Il va commencer par détecter, par rechercher la présence de clés USB compatibles avec Windows To Go. Il a trouvé celle que j'ai insérée, qui est ma Kingston Workspace 64 Go. Donc j'ai dit que le minimum c'était 32 Go. Hein. On sélectionne. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher sur le disque en local sur la machine une image de Windows 8 ou 8.1 entreprise. Donc là, il en a trouvé une parce que j'ai simplement au préalable monté l'image ISO de Windows 8.1 entreprise français dans mon OS. Et il va chercher donc l'image de Windows install.wim. Évidemment, ici, j'ai une image standard, mais vous aurez très bien pu utiliser une image personnalisée avec vos applications, vos scripts de démarrage qui vont se joindre au domaine, installer Direct Access et tout ce qui va avec. On fait suivant. Là, on choisit un mot de passe. Donc attention à ce mot de passe. Ce mot de passe, on devra le taper au démarrage de la machine avant que l'OS démarre, donc avant la présence des drivers clavier. Donc on va le taper avec un clavier QWERTY. Donc c'est le petit truc auquel il faut faire attention. Donc éviter les caractères Q, W, A, Z, M, les symboles et les chiffres. Pas très compliqué. C'est une fonctionnalité de sécurité, bien sûr. Évidemment. C'est de la crypto. On n'a plus qu'à cliquer sur Create et ça va générer l'image, copier l'image sur ma clé USB. On ne va pas vous imposer les quelques minutes d'attente nécessaires. Et on va passer à la suite. Donc, on parle d'un OS, là, on parle de Windows 8.1. Mais sur un OS, qu'est-ce qu'on fait? Il est quand même là pour exécuter des applications. Hein. Et dans Windows 8, Windows 8.1, on a une nouvelle race d'applications, vous l'aurez sans doute remarqué, qu'on appelle les applications modernes. Elles ont eu différents noms, accordons-nous pour appeler ça des applications modernes. Donc ces applications modernes, elles peuvent venir de deux sources. Soit elles viennent du Windows Store, donc du store public. Pour y accéder, il faut un compte Microsoft. Éventuellement, si ce sont des applications payantes, il faut une carte de crédit. Donc il y a une autre solution qui est d'installer des applications, par exemple celles qui auraient été développées en interne par vos développeurs ou vos sous-traitants, qui serait d'installer donc ces applications sans passer par le store. Et on appelle ce mécanisme-là le sideloading. Donc le sideloading, c'est exactement ce concept-là, installer des applications sans passer par le store public. Donc ce sideloading, en fait, il va consister à développer et à déployer nos applications qui seront dans l'entreprise, soit sur nos PC à base de x86, soit sur nos PC à base de Windows RT, et dans tous les cas, on passera par des outils de déploiement. Donc que ce soit SCCM ou autres produits de télédistribution en interne. Par contre, pour tout ce qui est plus ou moins mobile, n'appartenant pas au domaine, étant en mode Bring Your Own Device, etc., on va passer par une autre solution qui va être un portail libre-service lié à un cloud, notamment Windows Intune, pour ce qui nous concerne. Donc ça pourrait être une autre solution de management de MDM, comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, s'ils savent faire ce genre de déploiement d'applications modernes. Mais il n'y a pas de contre-indication, puisque ici, on va utiliser en fait l'agent OMADM pour déployer les applications. Donc comment ça se passe au final, hein, pour l'utilisateur, on a une expérience libre-service.
Ici, donc, j'ai un poste Windows 8.1. Je vais simplement chercher le portail d'entreprise. Donc, le portail d'entreprise, c'est l'application moderne qui va permettre à l'utilisateur de choisir les applications qu'il veut installer sur son poste. Donc là, c'est une notion de libre service. Donc il y a possibilité également d'imposer un déploiement forcé sur certains postes, mais l'esprit de cette application est de faire du libre service. Par exemple, je peux chercher mes applications par catégorie, chercher les applications de démo Windows 8, puisque c'est une démonstration interne à Microsoft, choisir une application, regarder ses caractéristiques et l'installer en cliquant sur un bouton. Donc c'est ce qu'on peut appeler un store privé, d'accord, ou un store d'entreprise dans l'expérience utilisateur. Bien, vous l'aurez compris, on l'a déjà bien réutilisé cette slide, elle aura été amortie cet après-midi, vu que c'est la 3e ou 4e fois que vous la voyez. On est vraiment sur une option effectivement de tablette et de PC d'entreprise sans compromis. Donc tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui sur du Windows 8 là, est applicable sur un PC standard, un PC portable, une tablette, etc. Pas mal de petites choses. Vous voyez qu'il y a des éléments qu'on a mis parce qu'on sait qu'en usage, sans clavier, c'est des fois plus pratique d'utiliser du tactile. Donc on a fait effectivement évoluer certaines choses en termes d'authentification, que ce soit l'authentification par image, la Virtual Smart Card qui est à mon avis une très très bonne option, plus tous ces petits éléments qui viennent se raccorder sur le Wi-Fi. On n'a pas parlé de tout. Par exemple, dans le Windows 8.1, on a le support de ce qu'on appelle l'impression par NFC, c'est-à-dire que le NFC est un capteur radio, mais qui nécessite d'être très près, d'où l'acronyme anglais, le Near Field Communication, où effectivement vous venez avec votre tablette ou votre PC léger et vous l'appairez en fait juste à côté de l'imprimante. Également, on n'a pas parlé du Wi-Fi direct. Tu as parlé de Miracast tout à l'heure, qui vient en fait de la norme, des normes Wi-Fi, qui permet de faire du déport audio-vidéo au travers du Wi-Fi, par exemple sur un vidéoprojecteur ou une télé. Mais on peut également en fait faire de l'impression directe avec Windows 8.1. Pour peu que vous ayez une imprimante en fait, qui soit compatible, c'est une norme définie par le consortium Wi-Fi qui s'appelle donc le Wi-Fi direct, et vous approchez, vous appairez en fait votre périphérique Windows 8 à 8.1 avec l'imprimante qui est en face sans pour autant passer par une infrastructure à côté. Voilà, c'est plein de petites choses qui sont en train d'arriver. Évolution du matériel effectivement qui nous aide à donner encore plus de valeur au logiciel et à rajouter des choses à l'intérieur. Cette sécurité avec plein de choses à l'intérieur et puis effectivement cette notion d'intégration avec un petit changement de paradigme dans le sens où aujourd'hui on donne aussi le choix aux utilisateurs de pouvoir installer eux-mêmes leurs applications, que ce soit sur des périphériques effectivement complètement entreprise ou des périphériques qui sont un petit peu mix. Et je repense ici au portail d'entreprise. Cette session est maintenant terminée, donc on vous remercie de l'avoir suivie. Pour les plus courageux d'entre vous, on reprend dans un petit quart d'heure sur la partie Windows Server. On parlera de virtualisation, de stockage, de cluster, de plein de choses plutôt sympathiques. Là encore avec des bonnes démonstrations qui parfois vont fonctionner. Et puis on vous encourage à faire un petit tour sur les stands. Il y a différents partenaires qui présentent du matériel, et notamment différents PC ou tablettes ou hybrides sur Windows 8.1. Ça vaut le coup d'y jeter un œil, et là encore, après, de vous faire votre propre idée. On a également ici mis volontairement nos blogs qui sont accessibles via des aka.ms. Vous aurez sur ces 3 blogs techniques en fait, différents articles qui vous permettront de configurer par exemple le Miracast, de voir comment on fait du Direct Access, comment configurer les workfolders, comment faire une authentification via Windows Azure et le téléphone sous réserve d'avoir un réseau téléphonique qui vous répond dans un délai correct, etc., etc. On a pas mal d'informations techniques sur le sujet et il y a un petit bouton contact également qui permet éventuellement de nous contacter si vous avez des questions sur le sujet. Et puis on est également contactable par Twitter. Et également. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Merci beaucoup. Merci encore. On traîne présence. ici.